Alors, on est également avec Amélie. Rebonjour Amélie. Je le disais, vous avez 2 enfants, Gaspard qui a 6 mois et Arthur 3 ans. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc 2 petits. Et vos enfants, notamment, ils n'ont pas de doudou. Alors ça se fait rare, les enfants qui n'ont pas de doudou. En fait, avec Arthur, nous, on n'était pas forcément contre les doudous. Et en fait, avec Arthur, quand il était bébé, on lui a proposé un doudou que l'on mettait près de sa tête, etc., qu'on emmenait avec nous quand on sortait. Et au final, en fait, il s'est jamais intéressé à ce doudou. Et mais bon, en fait, on a compris assez rapidement pourquoi il ne s'y intéressait pas. C'est que de toute façon, en fait, il n'avait pas forcément besoin de cet objet transitoire, puisque de toute façon, je l'accompagnais dans ces périodes de sommeil, enfin pour trouver le sommeil, que ce soit à la sieste ou la nuit. Et donc pour le coup, en fait, il avait ma présence en fait pour le rassurer. Et c'est vrai qu'il n'a jamais eu besoin de doudou. Il n'en a jamais vraiment éprouvé le besoin. Et Gaspard, on lui en a même pas proposé en fait, puisque de toute façon, voilà, je suis avec lui pour s'endormir, donc il y a pas de raison qu'il ait besoin de ce doudou. On s'évite pas mal de galères, hein, en oubliant le doudou, parce que je peux vous dire que le doudou, bonjour, on en parlait avec le réalisateur Nicolas Castilla, qui lui a un petit bébé qui a 3 mois, 4 mois maintenant, elle doit avoir, c'était là, et 5 mois, me dit-il dans l'oreillette. 4 mois, pardon. Et c'est vrai que le doudou, quelle galère dès qu'on le perd et tout, et puis pour certains, faut retrouver exactement le même, sinon ça va pas. C'est vrai que ne pas donner de doudou, c'est plutôt s'éviter pas mal de mauvais moments et de galères. Alors, professeur Braconnier, justement, le doudou, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Parce que on voit que Amélie, elle s'en passe très bien. Ses enfants, en tout cas, s'en passent très bien. Oui, non, le doudou, c'est bien. C'est bien, c'est vrai que c'est une galère, parce qu'il faut toujours, si jamais on le perd, c'est une catastrophe. Bon, mais si on perd sa maman, c'est encore plus une catastrophe. Hein. Ah bah ça, c'est ça, oui. Bon, quoique. Il faut parfois mieux perdre le doudou que la maman. Et ça apprend à la séparation, justement. Mais non, il y a des... c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin de ce fameux doudou. Faut savoir d'ailleurs que ça n'existait pas avant. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est dans les années 50 qu'on a découvert l'intérêt de ce doudou. Mais c'est vrai que il y a des bébés qui en ont pas besoin ou qui n'en ont pas d'ailleurs, et puis d'autres qui en ont et qui en ont besoin, qui en ont même parfois très longtemps dans leur vie. C'est une anecdote, mais il y a une étude d'une grande chaîne d'hôtels qui a étudié le nombre d'objets de doudous sous différentes formes que les adultes laissaient dans leur chambre d'hôtel. Donc vous voyez, ça peut durer très longtemps. Il y en avait beaucoup plus qu'on peut imaginer. Donc, oui, et peut-être des doudous qu'on ne peut pas nommer. Hein. Oui. Donc, là, c'était des doudous nommables. D'accord. Et donc, mais en général, c'est vrai que le doudou favorise quand même l'endormissement. Et c'est un objet de continuité de la maman d'abord. Ça, on le sait bien. Et que alors, si la maman n'a pas besoin, au fond, que l'enfant n'a pas besoin d'une continuité de sa maman, qui la ressent déjà intérieurement comme présente, même en son absence, c'est parfait. Mais c'est quand même un objet de continuité de sa maman. Puis c'est un objet, une fois de plus, qui est un objet qui a une continuité dans son existence au bébé. C'est pour ça qu'il l'emmène partout d'ailleurs. Le problème, c'est de s'en séparer à un moment ou à un autre. C'est ça. Alors justement, professeur Braconnier, Amélie, figurez-vous qu'on est avec Christophe. Bonjour Christophe, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. Alors vous avez un boulot que j'adore. Vous êtes inspecteur privé pour doudou perdu. Mais c'est un vrai boulot ou c'est un passe-temps ? Dites-nous tout. C'est un peu les deux. C'est-à-dire, alors racontez-nous en quoi ça consiste, inspecteur privé pour doudou perdu. Nous, on est spécialisé dans la recherche du doudou perdu, ou du moins son jumeau. Parce que j'écoute un peu les témoignages qu'il y avait auparavant. C'est vrai que c'est une catastrophe quand l'enfant a perdu son doudou. Donc on a des gens en pleurs, des parents en pleurs, qui nous demandent de retrouver leur doudou. Donc nous, soit on l'a en stock, on a à peu près 10 000 pièces en stock différents. Ou alors on recherche pour eux gratuitement. C'est un service gratuit. Le service de recherche, c'est un service gratuit. Déjà Christophe, le conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, quand ils choisissent un doudou pour leur enfant, essayez d'en choisir un qu'on retrouve facilement. Oui, ou tout simplement en acheter 3-4.
Ou en acheter 3-4 et les garder en stock. Mais c'est vrai qu'un doudou qui est hyper galère ou qu'on a acheté à l'occasion d'un voyage à l'autre bout du monde, etc., le jour où vous le perdez, vous allez le sentir passer. Comment vous faites alors? On vous contacte? Ça se passe sur Internet? Il faut vous appeler? Comment ça fonctionne là pour nos parents qui nous écoutent et qui se disent « Ah, ça m'intéresse ». Donc tout simplement sur Google, vous tapez Angel Boutique Doudou Perdu, vous tomberez directement sur nous. Après, il y a nos coordonnées téléphoniques, on peut nous appeler, on peut commander en ligne. Voilà. Alors vous avez plein d'anecdotes avec les doudous que vous avez retrouvés, notamment je crois qu'il y a un papa qui vous a... Alors racontez-moi. Bon, un papa qui a cherché le doudou de son fils, mais son fils l'avait perdu quand il avait 5 ans. Le problème c'est que quand il l'a retrouvé chez nous, l'enfant avait 17 ans. Donc il lui a mis sur son oreiller. À son réveil, l'ado a ouvert les yeux, a vu son doudou et il s'est mis à pleurer. Donc à tout âge on a besoin de la doudou, je pense. À tout âge on a besoin de la doudou. Vous recevez des témoignages touchants, je crois, à chaque fois que vous retrouvez des doudous et tout. C'est touchant, émouvant. Ouais. Certains font sourire, certains font pleurer. Donc là. C'est un peu plus difficile. Je voudrais simplement réagir sur ce qu'a dit le professeur. Oui. Comme quoi le doudou n'existait pas avant. Pour moi, il a toujours existé. Avant, c'était une simple couverture, un bout de tissu qu'on donnait à l'enfant. D'où son nom en anglais blanket, qui veut dire couverture. Oui. Donc je pense que l'enfant a eu toujours besoin d'un doudou, d'aussi loin qu'on puisse remonter, bien avant les années 50. Non, mais je pense que ce que voulait dire le professeur Braconnier, c'est que c'était pas comme aujourd'hui où il y a carrément des boutiques de doudous à la naissance du bébé. C'est vrai qu'on vous offre systématiquement. Moi, j'ai reçu au moins 10 doudous quand mes enfants sont nés. Je savais plus lesquels choisir. C'est vrai que oui. Ça peut être un cadeau empoisonné aussi, le doudou à la naissance. Ça peut être un cadeau empoisonné aussi. Amélie, vous avez aussi une technique qui a consisté à mettre dans la chambre de votre enfant un lit au sol. Pourquoi est-ce que vous avez mis un lit au sol? Alors, déjà d'une, parce que ça favorisait l'autonomie, c'est-à-dire que mon enfant, en fait, était autonome dans ses périodes de sommeil. Il pouvait choisir quand est-ce qu'il avait sommeil et quand est-ce qu'il n'avait pas sommeil. Pour le coup, sortir de son lit à partir du moment où il a été capable de commencer à bouger. Et puis aussi, le deuxième avantage, c'était que moi-même, je pouvais venir, en fait, à ses côtés pour l'apaiser au moment où, alors, soit le soir pour s'endormir, et soit au moment de ses réveils nocturnes ou autres, où je pouvais, en fait, venir me mettre à ses côtés pour le rassurer, le caresser et le rendormir, en fait. Et est-ce que vous avez d'autres trucs comme ça pour faciliter le sommeil, etc. Est-ce que vous avez mis au point des techniques maison pour ça? Bien sûr. Alors en fait, justement, ça a été un très très gros travail pour nous parce que du coup, on a eu beaucoup de difficultés avec Arthur au niveau du sommeil. Et alors déjà on en parle beaucoup sur le blog Famille épanouie. Et justement, ce sujet, on est en train de préparer un atelier dédié au sommeil. Et déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, on a beaucoup de trucs et astuces et on a observé beaucoup de choses qui marchaient chez l'enfant. Et notamment, une des choses principales, ce qui ressort principalement chez nous, ça va vraiment être l'accompagnement bienveillant avec l'enfant. Et ça s'accompagne aussi par tout ce qui va se passer dans le courant de la journée, dans la relation entre l'enfant et son parent. Ça va vraiment venir interférer avec les phases de coucher. Pour avoir des phases de coucher sereines, c'est clair que si la journée a été sereine, ce sera beaucoup plus simple que si la journée a été tendue et s'il y a vraiment eu des tensions entre l'enfant et le parent. Oui, ça c'est plus facile à dire qu'à faire aussi, parce que quand l'enfant justement a été un peu fatigué dans la journée ou que le parent est un peu sur les nerfs ou a des problèmes et tout, c'est parfois pas facile de rester calme et zen. On tend tous vers ça, on aimerait tous être tout le temps cool et zen, mais c'est vrai que c'est pas très facile à faire. Et puis est-ce que vous avez d'autres trucs comme ça, par exemple? C'est vrai que beaucoup de parents nous demandent sur le Facebook de l'émission est-ce que il faut attendre un certain laps de temps avant d'y aller, quand il pleure, etc. Qu'est-ce que vous faites, vous? Alors nous, on est toujours parti du principe qu'on accompagne nos enfants dans le sommeil. Donc du coup, en fait, nous, on a un rituel qu'on instaure tous les soirs, à peu près aux mêmes heures.
Et du coup, en fait, lorsque la lumière est éteinte, on peut continuer par exemple les discussions sur le livre avec Arthur, qui lui a beaucoup apprécié, on en discute. Et puis, au fur et à mesure, la discussion va prendre fin et on va vraiment passer sur un temps calme. Et vraiment, là, il ferme ses yeux et en fait, il se laisse aller dans le sommeil à ce moment-là. Alors là, vous avez de la chance parce que moi, les miens, la discussion, elle prend jamais fin. Hein. Je pense que si on les arrête pas à 2h du matin, on est encore en train de taper le bout de gras. C'est aussi les amener à ce que la conversation prenne fin. Donc voilà, leur dire qu'on peut encore aborder 2 ou 3 choses et puis ensuite c'est fini. En fait, c'est vraiment à chaque fois anticiper tout ce qu'on va pouvoir faire en fait pour que l'enfant comprenne, sache à quel moment ça va être la fin. Parce que notamment les petits enfants n'ont pas de notion du temps. Donc pour eux, en effet, ça peut passer très très vite, c'est très rapide. Donc si on leur dit vraiment, voilà, encore une question, encore 2 questions, c'est beaucoup plus facile à comprendre pour eux et beaucoup plus facile de se projeter aussi pour eux dans le temps, en fait. Merci en tout cas Amélie. Vous avez un blog qui s'appelle Famille épanouie. Je viens de mettre le lien sur le Facebook de l'émission Sud Radio C'est vous pouvez aller voir parce qu'il y a plein de conseils, il y a plein de trucs pratiques. On sent que vous avez fait des recherches et puis que vous testez vous-même des choses avec vos enfants. Et vraiment c'est super comme blog, donc Famille épanouie.